Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est un bis? Alors un bis, c'est un canal pour irriguer, bien sûr, d'altitude, donc pas de plaine. En plaine, on parle plutôt des meunières ou des canaux d'irrigation. Donc le but, c'est d'amener l'eau des glaciers sur les coteaux. Et puis, comme il y a plein de petits canaux d'irrigation qui ne s'appellent pas bis, un bis, dans la définition actuelle, c'est minimum 1 km, et puis il doit avoir un nom dans l'histoire, donc ce n'est pas simplement un petit canal qui a amené l'eau dans les champs. En Valais, on a entre 300 et 400 bis encore actuellement, dont 250 sont encore en fonction, ce qui représente 800 km de balade à peu près, et en tout 1500 km de canaux, parce que toutes les balades ne sont pas forcément accessibles, tous les sentiers des bis. La majorité des bis existent depuis le XIIIe siècle, à peu près. Et puis, un bis, ce n'est pas simplement un réseau d'irrigation, comme on voit là dans le Haut-Valais, c'est aussi des structures sociales qui sont autour, pour gérer l'eau en commun, pour répartir la ressource de manière assez fine dans l'histoire. Alors, pourquoi on a des bis en Valais? La grosse question. La première raison, c'est notre climat. Le climat, c'est 600 mm de pluie par année en moyenne. Donc on a un climat semi-désertique quasiment en Valais. On passe Saint-Maurice, on a 1200 mm par année, le double. Donc en gros, on est vraiment dans une situation où on a beaucoup d'eau en hiver, avec les glaciers qui stockent la neige, jusqu'à maintenant, et l'eau. Et ensuite, on a un déficit en eau pendant l'été, pour les cultures. Donc on a dû trouver un moyen d'amener cette eau qui était stockée en hiver dans les coteaux et les plaines pendant l'été où on a besoin pour l'agriculture. Donc les premiers agriculteurs, ils ont probablement créé aussi des petits canaux d'irrigation. Donc les premiers bis recensés, ils datent des Romains, carrément. Mais c'était des plus petits canaux de plaine qui amenaient un petit peu l'eau dans les surfaces. Et le gros boom des bis, si on veut, après les Romains, c'est vraiment au Moyen-Âge, quand on a développé la culture de la vache. Et ça, c'est intéressant parce qu'au Moyen-Âge, tout d'un coup, 1300, 1400, on a toute cette explosion de construction des grands bis, bis d'Ayen, bis de Saviès, bis de Lens. Et au départ, on se disait, il y a plus de monde, donc on a besoin de plus d'eau, donc on construit plus de bis. En fait, c'est l'inverse. Au Moyen-Âge, il y a eu la peste, la population du Valais a diminué par 2, il y a eu l'exode des Valaisans qui n'arrivaient plus à vivre en Valais, et en fait, il y a moins de monde, donc il y a plus de surface. Et les gens qui restaient là, qui sont restés en Valais, ont pu développer la culture de la vache, parce qu'en fait, la vache, elle a besoin de prairies pour se nourrir pendant l'hiver, donc de prairies où on doit arroser pour faire des fauches, pour donner à manger pendant l'hiver. Elle a besoin de plus de surface. Et avant, on avait des céréales, comme le seigle, qu'on retrouve encore actuellement, l'épeautre, l'engrain, des céréales qui demandaient peu d'eau, et puis de l'élevage surtout de chèvres et de moutons. Et en fait, le boom des bis, il est vraiment lié au développement de la culture de la vache. Et pour la vache, il fallait plus d'eau, il fallait des prairies qu'on pouvait irriguer. Et c'est l'époque où le Valais, en fait, s'est modernisé, en 1600, c'est un petit peu embourgeoisé, grâce à la vente des produits bovins. Donc on vendait non seulement la viande, mais aussi le cuir, les produits de corne, les produits du lait, bien évidemment, fromage, etc. Donc la vraie raison de la construction des bis pendant le Moyen-Âge, c'est le passage à la culture de la vache. Et ça, on retrouve dans beaucoup de populations alpines dans le monde, que ce soit en Europe, Val d'Ost, Autriche, etc., mais aussi dans d'autres populations, Argentine, Maroc, Népal. Cette année, par exemple, au musée, on a une exposition sur les bis du Népal, qui ont aussi dû gérer cette ressource en eau dans les alpages. Donc, en résumé, l'histoire des bis, si on veut, on avait tout plein de petits canaux d'irrigation avant le Moyen-Âge, et la grosse période de construction, c'est donc à partir du 13, 14, 15e siècle, où on construisait 100 bis par année, pendant cette époque-là. Et puis après, on a l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui avec le réchauffement climatique, le petit âge glaciaire. Donc les glaciers ont avancé, il y avait plus d'humidité, plus d'eau, et là on a une régression des bis qui ont été un peu détruits, on n'en a pas construit de nouveaux, jusqu'à la modernité du Valais. On a endigué le Rhône, le train est arrivé, la population du Valais a doublé entre 1850 et 1900, et là on a la troisième période de construction des bis, le 19e, avec les nouveaux bis qui vont surtout être utiles pour les villes, qui ont besoin d'eau, et pour les vignobles qui commencent à prendre de l'importance. Donc le bis de Sion, par exemple, date de cette époque.
Le bis de Saxon aussi date du 19e. Et puis, ensuite, il y a l'époque moderne, où on a découvert le béton, le métal, et où on s'est dit, ben tiens, on enterre les bis, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc pour nous, amateurs de bis, hein, on a la disparition du bis à ciel ouvert. Donc on les met sous tuyau, on construit des galeries, et c'est un petit peu dommage hein, pour le bis à ciel ouvert, mais ça a facilité l'irrigation. Et ça, c'est la première moitié jusqu'en 1950, jusqu'à ce que les Valaisans se rendent compte que les bis étaient un vrai patrimoine et qu'il fallait le remettre en valeur. Et là, on a la période qu'on vit actuellement, depuis 1960 à peu près, où les bis ne sont pas simplement utiles au niveau de l'agriculture, mais aussi du tourisme, du patrimoine et de la biodiversité. Donc c'est là-dessus que je vais axer le reste de la conférence, hein, sur ces fonctions actuelles des bis. Donc si on prend la commune d'Ayen où il y a le musée, pour faire un petit panorama, la petite histoire va rejoindre la grande. Donc sur la commune d'Ayen, on a le Bitaya, qui date du XIIIe siècle, qui est les premiers grands bis après les petits canaux d'irrigation, qui est souvent creusé à même le sol, ou bien dans la roche, et qui est en eau toute l'année, hein, même en hiver. Là, on voit les répartiteurs de l'eau sur le Bitaya, qui allaient amener l'eau dans les différents villages après, donc Botir, Luc, Saxon, etc. Et là, on voit qu'il y avait une gestion très très fine de la ressource à l'époque. Hein. Si on touchait, on a un texte, hein, si on touchait un répartiteur, on se faisait couper la main. Donc pour dire qu'on rigolait pas avec l'eau à l'époque. Actuellement, on n'a pas trop de mains coupées pour ceux qui touchent l'eau, heureusement. Et on aurait beaucoup d'enfants manchots quand même. Mais on voit, hein, tout d'un coup, là, il y a 2 septièmes, 5 septièmes qui vont aller d'un côté, 3 septièmes, 4 septièmes. Donc on voit ces endroits où l'eau était répartie de manière extrêmement fine. Et puis on a le Moyen-Âge, donc 1442-48, la période de construction du bis d'Ayen. Donc on voit ici. Alors c'est ce bis-là qui sera sur le billet de 100 francs, qui va sortir en septembre. Il y aura le canal du bis d'Ayen qui a été choisi. Ce qui est intéressant, c'est que cette construction a été refaite dans les années 90. Hein. Elle avait disparu parce qu'il y a un tunnel dans lequel l'eau elle passe depuis 1830. Mais on a reconstruit les canaux en 1990 pour le 700e anniversaire de la Confédération. Il faut croire que le consortage a eu le nez fin parce que c'est ce qui a été choisi pour le billet de 100 francs. Mais c'est là où on voit l'audace hein, des constructeurs de l'époque, où vous voyez dans quelle situation on allait construire des bis. Donc il fallait vraiment avoir un besoin en eau pour aller faire ce genre de construction, avec des morts hein, qui sont recensés quand même dans ce type de construction. Et puis le bis d'Ayen, pourquoi on les appelle, ces bis de cette époque, on les appelle souvent le bis neuf, comme le Bénou, ou bien le grand bis. C'est qu'en fait, ils remplaçaient les petits canaux qu'il y avait avant pour avoir plus de quantité d'eau de débit. Donc le bis d'Ayen, c'est entre 400 et 450 litres à la seconde. Donc c'est énorme, hein, c'est vraiment beaucoup d'eau qui est trimballée. Et c'est là où on voit aussi l'évolution des techniques pour construire les bis. On arrive à mieux étanchéifier, donc on peut transporter plus d'eau pour répondre aux besoins. Claveau aussi, dans les vignes, date de 1475, avec ces constructions de murs en pierre aussi qui sont souvent associées hein, aux bis. Et là, on comprend que les bis, ben, comme des murs, comme les églises, c'est vraiment des témoins de l'architecture hein, rurale qu'on doit préserver je dirais un peu dans leur état, parce que bétonner les bis, on perd ce côté patrimoine. Et puis, troisième période, il y a eu des échecs. Le bis des Odanes, par exemple, en 1860 à peu près. 3 ans de construction, on n'a jamais réussi à mettre en eau. On l'appelle le bis sec dans la région. Des efforts immenses pour construire un bis, et pas possible de mettre de l'eau. Ça perdait de l'eau dans un pierrier, impossible à étanchéifier. Et quelques années après, en 1900, le bis de Sion a été construit, et lui a réussi à amener de l'eau. Donc en fait, ce qui est intéressant avec le bis de Sion, c'est qu'il n'irrigue pas du tout de champs. Il amène l'eau de la Lienne à la Saône. Pourquoi? Parce que la Saône, à cette époque-là, c'était les égouts de Sion. Donc des égouts sans eau pendant l'été, ben ça sent, il y a beaucoup de problèmes. Et la Saône, c'est une rivière qui vit que de la fonte de l'eau. Donc il n'y a pas d'origine glaciaire. Donc en été, il n'y a plus d'eau. Et la Lienne a de l'eau toute l'année, mais beaucoup plus difficile d'accès pour aller chercher l'eau. Donc il a fallu attendre le XXe siècle, le début, pour trouver les techniques qui permettaient d'amener de l'eau depuis la Lienne jusque dans la Saône. Donc du coup, la Saône alimente la ville de Sion en eau,
Et puis la Saône alimente aussi le bis de Lentine et celui de Montorge, qui, eux, vont irriguer des vignobles pendant l'été. Et puis on modernise le béton, le métal aussi. Donc le métal a le gros avantage il va bouger quand il y a des glissements, mais il ne va pas casser. On peut le surélever, on peut le redescendre. Par contre, esthétiquement, c'est un petit peu plus douteux quand même, hein, le métal. Mais c'est plus facile d'entretien. Donc c'est cette époque où on perd un petit peu le patrimoine. Donc là on voit aussi ce type de bis en métal. Les endroits où ça perdait beaucoup d'eau, on les a souvent remplacés comme ça par des méthodes modernes. Le vignoble, on a bétonné le bis. Et le vignoble, c'est aussi une des raisons pourquoi on a toujours des bis actuellement. C'est qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que 80% de nos surfaces en Valais, vignes et prairies, sont toujours irriguées par des bis. Donc les bis pourraient être un reliquat, puis on pense que c'est que pour le tourisme. En fait, non. La grande majorité de nos champs et de notre agriculture est dépendant de l'eau des bis. Donc actuellement, c'est plutôt le vignoble que la vache, mais le vignoble a une grosse importance en Valais, économique et autour de l'image. Et puis, le tourisme, la survie du bis dans les années 60, et en partie grâce au tourisme et aux nouveaux enjeux de balade, de randonnée sur les bis. Donc en premier lieu, un bis, ça a une fonction agricole. Depuis le Moyen-Âge, on utilise toujours les bis, soit pour les prairies à vaches, soit pour les vignobles, et également pour l'eau dans les chalets, dans les alpages, pour puriner, et un peu plus anecdotiquement pour les vergers, les jardins, etc. Mais c'est surtout principalement les grands utilisateurs d'eau de l'agriculture, c'est le vignoble et puis les prairies à vaches. Et le vignoble, vous savez sûrement qu'on est le seul canton, le Valais, qui arrose ses vignes de toute la Suisse. Il n'y a pas d'autre endroit. Et ça, c'est vraiment lié à notre climat du Valais. Et l'agriculture, maintenant, on va jouer là-dessus, autour de l'agrotourisme et du terroir, des produits du terroir. Parce que finalement, à quoi ça sert un bis? C'est ce que je dis souvent au musée. Ça sert à manger une raclette et à boire un verre de vin. C'est ça la finalité quand même du bis, c'est d'avoir ces produits agricoles. Et actuellement, on a les celliers, par exemple, à Sion, Varonnet-Bonvin, qui fait de l'œnotourisme, ou les moulins qui sont réactivés à Nax ou à Osserberg, qui servent un petit peu d'image autour de l'agriculture du Valais. Donc, on peut penser, sans bis, les prairies, elles seraient jaunes pendant l'été. D'ailleurs, on voit les endroits où c'est pas irrigué. Sans prairies, on n'aurait pas de vaches, on aurait des chèvres et des moutons. Sans vaches, du coup, on n'aurait pas de raclette. Et sans raclette, est-ce qu'on serait encore valaisan? Ça, c'est la grosse question. Ça fait quand même partie de notre histoire. Donc, les bis sont véritablement un symbole de la vache, avec les produits du terroir au musée, saucisses, viande séchée, fromage, vin. Donc, ce qu'on appelle le terroir, ce qui est le Valais, avec ses alpages, avec ses races d'airain, avec les différents types de cépages dans les vignes, qui sont vraiment liés au Valais. La deuxième fonction des bis, c'est la sécurité en eau. Alors peut-être que ces 100 dernières années, on ne s'est plus rendu compte de ça, parce qu'on allume le robinet et puis l'eau, elle coule, mais c'est un enjeu qui va revenir dans l'avenir. Alors je ne sais pas si ça dépend d'où vous venez dans certains villages. Nous, à Ayen, par exemple, on a des tournus autour de l'eau en été. On ne peut pas arroser tous en même temps. Il y a un village qui arrose le lundi, un autre le mardi, etc. Donc ça, c'est un enjeu qui est en train de revenir, qu'on avait peut-être oublié, parce qu'on a de l'eau à disposition, mais que les anciens connaissaient très bien. Donc là, vous voyez, ça, c'est les bâtons du garde, où chaque famille avait une marque, parce qu'ils ne savaient pas lire et écrire à l'époque. Et puis, du côté, on a le nombre de droits d'eau qu'ils avaient. Et donc, ça, c'est le garde du bis. Là, on voit Simon Crétenant du bis du Trien, qui avait sur lui cet agenda du garde. Et quand les familles allaient chercher l'eau dans les écluses, elles mettaient un bout de billet ou bien un bout de bois, où elles gravaient leur marque de famille dessus. Et le garde, en passant, il pouvait vérifier combien il avait de droits d'eau. Alors, un droit d'eau, en général, c'est tant d'heures d'arrosage. Sur Ayen, c'est 3 heures d'arrosage, un droit d'eau, avec un quart de l'eau du bis. Donc, il faut s'imaginer qu'il y avait 4 personnes en même temps qui irriguaient avec chacun un quart de l'eau. Et la personne qui prenait là ou celle d'avant, elle devait prendre 10 minutes avant, 10 minutes après pour avoir la même eau du bis. Donc, il faut voir à quel point c'était vraiment bien réfléchi à l'époque. Avec des tours d'eau de à peu près 14 jours, 15 jours,
Ou si on loupait son tour d'eau, on avait l'eau 15 jours après. Et actuellement, il y a toujours ces réseaux qui existent, avec toujours des répartiteurs. Donc c'est plusieurs centaines de kilomètres, avec des réservoirs aussi, des étangs. Parce que finalement, la sécurité en eau pour l'agriculture et l'eau potable, c'est une chose. À Ayen, par exemple, l'eau potable est complètement dépendante des BIS, qui sont filtrés et renvoyés dans le réseau d'eau. Mais on a aussi la gestion des incendies. Tous ces étangs qui ont été créés, à l'époque, ils servaient de réserve pour l'agriculture. Et maintenant, ils servent de réserve en cas d'incendie. Et aussi, les BIS en eau, ils vont faire barrière à incendie. Et même, quand vous voyez le problème du Valais, c'est que soit on n'a pas assez en été, soit on a trop d'eau. Et puis on a des inondations à Sion. Et les BIS, même vides, en fait, un BIS en hiver, il suit un petit peu la courbe de niveau. Du coup, il se remplit de l'eau quand il y a des trop-pleins, et il sert à éviter les endiguements des égouts. Donc il a plusieurs fonctions actuelles autour de cette sécurité de la ressource. Et dans l'avenir, on n'aura plus de glaciers en 2050, je ne vous apprends pas. Par contre, on aura toujours de l'eau en montagne. Mais il faudra du coup la stocker avec des bassins de stockage, avec peut-être des étangs, parce que les barrages, c'est un peu fini, on ne va pas pouvoir construire de gros barrages à l'avenir, entre la biodiversité, etc., ça devient compliqué. Mais des petits bassins de stockage, on pourra. Et puis, la technique, on voit les vignobles, passent de plus en plus au goutte à goutte, au lieu du jet d'eau. Parce qu'un jet d'eau, quand il fait 25 degrés en été, il y a 25% de l'eau qui part sans même toucher le sol. Donc, on a un gaspillage quand même. Donc, on passe gentiment au goutte à goutte, ce que par contre, on ne peut pas faire pour les prairies à vaches. On sera obligé de garder le jet d'eau. Mais de l'autre côté, on va devoir se reposer des questions autour de la gestion entre les différents acteurs. Le consortage, à l'époque, c'est comme un club, où les gens qui ont la ressource, ils vont la partager. Donc, c'est ni privé ni public. Le risque avec le privé, comme Nestlé, c'est qu'on rachète l'eau, puis qu'on la vende, et que du coup, elle est plus accessible à tout le monde. Le risque avec les communes et les États, c'est que tout d'un coup, s'il n'y a plus d'argent ou bien des gens moins intéressés, les BIS peuvent disparaître. Le gros avantage des gens qui utilisent l'eau et qui se mettent ensemble, c'est qu'ils ont besoin, et ils vont faire attention à la ressource. Et du coup, la grosse question de l'avenir, ce sera de stocker l'eau, de éviter de la polluer, ça c'est un gros enjeu, de économiser peut-être un peu plus l'eau que ce qu'on fait maintenant. Alors moi j'avais un voisin assez âgé au-dessus, lui qui avait eu l'habitude des fontaines en Valais, je pense qu'il a eu l'eau à la maison dans les années 60, 70. Quand il se levait le matin, il allumait l'eau, puis il éteignait le soir, comme s'il avait une fontaine à la maison. Alors, il avait l'habitude que l'eau coule. Puis je pense qu'il a reçu la facture au bout de 2-3 ans, puis il s'est dit mince, peut-être il faut que j'arrête l'eau quand même si on ne paye pas cher l'eau. Et puis on devra surtout se poser une grosse question, c'est est-ce qu'on est tous équitables au niveau de le besoin en eau? Est-ce qu'il n'y a pas des priorités? Là, on voit le tourisme, les vignes, l'énergie avec le barrage. Donc, il y a plein d'utilisateurs de l'eau. Mais au final, est-ce que l'eau potable, l'eau agricole, l'eau pour la faune et la flore n'est pas plus importante que l'eau pour le tourisme? C'est une question qu'on va devoir se poser dans l'avenir. Heureusement, l'eau du tourisme utilise pendant l'hiver, mais finalement, on use les stocks qu'on aura besoin pendant l'été, en utilisant la neige ou bien la glace. Donc il y a quand même on devra se remettre d'accord. D'ailleurs, ça commence un petit peu les conflits. C'est encore tranquille, on n'est pas à se couper des mains. Il y a des choses comme ça. Mais je pense que dans l'avenir, on va devoir de nouveau se poser des questions autour de qui a le droit à l'eau, comment gérer le mieux possible. Est-ce qu'il n'y a pas des priorités? Est-ce qu'il n'y a pas des usages qui devraient coûter plus cher que d'autres? Parce que l'eau potable doit être accessible à tout le monde, ça c'est sûr. Par contre, l'eau pour les piscines, pour irriguer les prés de golf pendant l'été, ou bien les prés des villas où il n'y a personne qui est là, on devra peut-être se poser la question. Laver sa voiture. Peut-être qu'avoir une voiture sale, ça reviendra un gage d'économie d'eau, puis que ce sera valorisé, au lieu d'avoir une voiture propre. C'est peut-être ça qui va se passer. Et puis, la fonction touristique, alors ça, c'est celle qu'on connaît le mieux, la balade, Bis-du-Trien, Vercorin, Savièse ou Ayen. Savièse a fait un gros boulot de valorisation touristique. Bon, nous, on l'appelle un petit peu le Disneyland des BIS dans le milieu, mais tant mieux, parce que ça fait découvrir les BIS de manière impressionnante à tout plein de monde. Il y a à peu près 90 000 visiteurs par saison sur le BIS de Savièse, entre mai et octobre, donc c'est énorme. Eux, ils ont mis un compteur, donc on peut savoir à peu près. BIS d'Ayen a été rénové plutôt dans le patrimoine,
Cyprien a fait un boulot pour les enfants autour de Charlotte la marmotte. Donc c'est intéressant, c'est qu'il y a différents bis pour différents publics. La grosse question du tourisme, c'est que, en fait, ces objets, qu'on appelle des objets touristiques maintenant, hein, avec des marteaux du garde, avec des prises d'eau, des zones en bois ou en pierre, coûtent quand même à entretenir. Et qui c'est qui finance les bis actuellement? C'est les communes, encore quelques consortages qui existent, et puis les associations de passionnés. Mais finalement, le tourisme en profite beaucoup, mais il n'y a pas de retour financier de la part du tourisme. Donc ça, c'est une question à se poser pour l'avenir. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de financer toutes ces structures avec un petit peu de l'argent du tourisme? Et puis, la grosse question du Valais, est-ce que le Valais, c'est une destination touristique, ou bien est-ce que c'en est 300? Donc 300 bis, 300 flyers, ou un flyer des bis du Valais. Donc ça, c'est une question, vous savez sûrement qu'entre Valaisans, on est un petit peu attiré chacun à sa chapelle. Mais quand on part en vacances, on part dans une région. Et le bis, c'est un lien entre le Haut, le Bas-Valais, entre les différentes régions. Donc autour de la promotion, il y a sûrement quelque chose à faire pour se coordonner, au lieu d'avoir chacun son bis, d'avoir en fait une destination bis entière en Valais. Et puis la question d'envoyer plein de monde sur les bis, il y a aussi une question de sécurité. Donc malheureusement, hein, il y a quelques morts, pas beaucoup, mais de temps en temps, un enfant qui a perdu la vie il y a quelques années sur le bis du Rho. Et puis de l'autre côté, sur ce même bis du Rho, on refuse de construire des passerelles trop grandes au nom de l'écologie et du paysage. Donc la question, elle est peut-être un petit peu là aussi, hein, les enjeux. C'est qu'on veut envoyer beaucoup de monde sur les bis pour le tourisme et tout ça, mais il y a une question de sécurité. Et à l'époque, les gens qui allaient sur les bis, on voit l'évolution au musée, hein, ils connaissaient la montagne, c'est des gens qui avaient les règles de sécurité, tandis que maintenant on envoie tout le monde sur les bis. Donc il y a des questions de sécurité qui vont se poser, mais la montagne, elle doit quand même rester belle et accessible à tout le monde. Donc il y a un petit peu un enjeu entre construire plein de barrières, etc., puis du coup avoir des responsables de la sécurité, et de l'autre côté, avoir le risque qu'il y ait des morts sur les bis, chose qu'on accepte de moins en moins actuellement. Et quand je dis des risques, il y a encore aussi la question des poubelles et des cacas sur les bis, hein, parce que dépend comment, des endroits où vous allez, ben, c'est des zones à caca sur les bis, parce que tout le monde va là. Donc est-ce qu'on doit mettre des toilettes ou des poubelles? Ou est-ce qu'on doit faire des sacs à caca pour les gens? C'est la question qu'on va devoir se poser dans l'avenir, hein, parce qu'une toilette ou une poubelle, il faut la vider. Donc il faut de nouveau quelqu'un qui est payé pour faire ce travail. La quatrième fonction, c'est le rappel de l'histoire. Comme vous l'avez vu, le bis, il est formidable quand on fait avec les enfants, parce que finalement, c'est l'histoire du Valais qui évolue. Donc on peut faire un parallèle avec l'arrivée de la vache, les barrages et l'électricité, etc. Et ce qui est surtout impressionnant en Valais, parce que des bis, ben, il y en a dans d'autres régions du monde, des canaux d'irrigation, mais en Valais, on a surtout travaillé la pierre et le bois. Ça, c'est quelque chose qui a évolué beaucoup. Là, vous voyez les constructions en pierre sèche, le trenchboard dans le Haut-Valais, où elles sont faites en ardoise et en pierre tressée, ou bien toutes ces techniques avec le bois, qui sont assez spécifiques. Donc le Valais, on est une exception parce qu'on a gardé nos bis actifs, parce qu'on en a encore 300, et parce qu'on a beaucoup travaillé autour de ces techniques. Et ça, on retrouve au bord des bis souvent des sentiers didactiques qui vont expliquer les constructions, l'histoire du Valais. Et le Valaisan s'est rendu compte tardivement que c'était important les bis. Comme je disais, début du XXe, on a commencé à bétonner, à enterrer les bis, jusqu'à la mort du bis de Savièse. La mort du bis de Savièse, c'est un déclencheur en fait pour le Valais, parce que le tunnel a été construit dans les années 30. Donc la partie en chéneau comme ça en bois a été abandonnée. Et puis, les gens continuent à se balader, ça devenait dangereux. Donc, ils ont décidé de démonter le bis de Savièse en 1935. Et là, levée de bouclier, il y a un article qui a passé dans l'Illustré de l'époque, en 1936, qui titrait justement « La mort du bis de Savièse ». Et c'est cette année-là, vous connaissez les Saviésans, ils sont, comme tout Valaisans, têtus par rapport à leur patrimoine. Et heureusement, parce que du coup, il y a eu une prise de conscience en disant « On ne peut pas démonter ces bis ». Même s'ils ne servent plus à l'irrigation, tous ces passages, ils nous rappellent notre histoire, ça fait partie de notre patrimoine.
Donc il y a une prise de conscience dans les années 30 de remettre en valeur ces bis. Et là, la grande chance du bis de Saviès, c'est d'avoir le photographe Charles Paris, qui a fait des photos de la dernière mise en eau traditionnelle en 1935. Donc c'est les premiers photographiques et puis les dernières mises en eau traditionnelles. Donc c'est un fabuleux témoignage, hein, comme on voit ici. D'ailleurs là, vous voyez combien ça perd d'eau quand on met en eau, hein, au début de l'année, parce que le bois s'est rétracté. Puis là, vous voyez aussi la construction de l'époque. Alors quand on voit la mise en eau en 1935, c'est impressionnant, hein. Les gens ils courent au bord du bis avec les chiens, avec les femmes en costume, parce qu'en plus c'est la fête, on mange la raclette, on boit le fondant, on court au bord du bis avec les enfants et les chiens. C'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de morts que ça, hein, finalement. Donc là on voit aussi le bis d'Ayen avant 1956, parce que maintenant il passe il y a le barrage sur le bis d'Ayen, donc du coup il n'y a plus le bis coule plus dans ce côté-là. Et ça, c'est aussi intéressant avec le bis d'Ayen. Quand ils ont construit le barrage, la société Lienne-SA, la commune d'Ayen a voulu vendre l'eau au barrage, en disant on vous vend l'eau. Et là, le consortage du bis a dit mais non, l'eau, elle n'appartient pas à la commune, elle appartient aux utilisateurs. Et il y a eu un débat juridique entre la commune, le consortage et la Lienne. Et le papier de 1448, hein, du début du bis d'Ayen, il est valable juridiquement. Il a traversé 600 ans d'histoire. L'eau appartient au consortage. Du coup, le consortage vend l'eau à la Lienne pour faire de l'électricité, ce qui veut dire qu'il y a toujours un revenu, ce qui a permis au consortage de continuer à vivre, de payer les gardes qui s'occupaient de l'eau, et puis de revaloriser le bis, le canal, qui sera sur le billet de 100 francs. Et là, on voit les travaux d'entretien, hein, sur le bis de Saviès. Donc, à l'époque, bis de Saviès, pour mettre en eau après l'hiver, c'était 200 personnes pendant 2 semaines. Énormément de travail, hein. Donc, à l'époque, on payait son droit d'eau en travail, si on veut. Ensuite, on a payé son droit d'eau en argent, et les consortages ou les communes payaient des gens pour entretenir le bis. Et actuellement, il n'y a presque plus personne qui paye l'eau des bis. C'est très très rare, hein, qu'on paye encore l'eau. Donc, cet argent, il doit venir de quelque part. En général, c'est les communes ou le canton, le service d'agriculture, qui a de l'argent pour ça. Et puis, dans l'évolution du patrimoine, dans les années 90, il y a eu les colloques sur l'histoire valaisanne, hein, les annales valaisannes, où il y a des scientifiques qui se sont réunis pour mettre en avant tout ce qu'il y a derrière les bis. Et 2012, c'est le début du musée dont je m'occupe à Ayen, où nos missions sont de conserver ce patrimoine, tout ce qui est photos, objets, etc., mais surtout de le transmettre, donc en partie aujourd'hui avec des stands et puis des conférences, avec des visites pour les enfants, des aspects pédagogiques, hein. Et puis la troisième mission des musées, qui est un peu moins connue, hein, c'est de continuer à faire de la recherche scientifique, donc gestion de l'eau par rapport au réchauffement climatique, d'autres thèmes un peu comme ça, modernes, du 21e. Et la grande chance qu'on a cette année, c'est d'avoir la sortie du billet de 100 francs. Donc le thème du billet de 100, c'est l'eau. Il sortira le 12 septembre, officiellement, avec le canal, ici, du bis d'Ayen, qui sera sur un des versants du billet. Donc c'est ce canal qui a été choisi, qui d'ailleurs a déjà été choisi par le musée des bis il y a quelques années pour mettre en avant le patrimoine. Et c'est là où on voit que l'image finalement du Valais, elle est beaucoup associée au bis. Si vous regardez la promotion de Valais Valise Promotion, les images qu'on transporte, d'ailleurs le bis a été à l'exposition de Milan, l'exposition universelle, il y avait le bis d'Ayen, il y avait toute une maquette des bis, et la carte postale la plus vendue de l'exposition, c'était celle-là. Donc on voit que le Valais s'exporte beaucoup ailleurs grâce à cette image des bis. Et même le billet, du coup, la série de billets ont choisi les bis. C'est la preuve que cette image-là est extrêmement importante, hein, pour le Valais. Et c'est là où on voit que les bis, les fonctions se sont superposées, et c'est la grande chance qui a permis aux bis de survivre. C'est qu'ils sont toujours utiles pour l'agriculture, mais dans les années 50-60, il y a eu le tourisme et le patrimoine. Et puis, actuellement, au 21e, on recommence à avoir les questions d'enjeux de sécurité en eau, et d'environnement et de biodiversité aussi, qui est la dernière fonction dont je vais vous parler cet après-midi. Donc la question de l'écotourisme, de se balader, de découvrir le patrimoine du Valais,
naturel cette fois-ci, parce que quand on se balade sur un bis, ben, on découvre les moulins, les vignes, les murs en pierre, les bouts de scie, toutes ces pièces en bois. Ça, c'est le patrimoine culturel. Mais on découvre aussi les forêts, les alpages, les prairies, ou surtout les prairies maigres hein, du Valais, qui sont en voie de disparition malheureusement, qui sont pourtant une image toujours associée à l'alpage. Hein. On a beaucoup de fleurs, et puis les vaches qui broutent dans l'alpage, elles font un meilleur lait, parce qu'il y a plus de diversité. Donc cette image-là, il ne faut pas qu'elle reste qu'une image, il faut que ce soit aussi une réalité. Et les bis, ben, ils ont une fonction écologique. Parce que ben, un bis à ciel ouvert, plutôt qu'enterré, il va perdre de l'eau. Donc ça donne de l'humidité pour la forêt, ça donne de l'humidité pour d'autres écosystèmes, pour les animaux aussi, qui vont boire. Et puis l'irrigation traditionnelle, elle favorise la biodiversité, contrairement à l'aspersion. Alors traditionnellement, je ne sais pas si vous connaissez un peu comment on faisait à l'époque pour irriguer. Donc maintenant on a le bis principal qui amène l'eau, puis ensuite on a tout un réseau de tuyaux qui vont irriguer. Mais à l'époque on avait tout plein de petits bis qu'on appelait le bis aval, qui partait du grand bis qu'on connaît encore maintenant, puis qui amenait l'eau au-dessus des champs. Du coup on amenait l'eau de manière parallèle au-dessus du champ, et puis on l'arrêtait avec une grosse plaque en fer, qu'on peut voir sur notre stand. L'eau tapait dans la plaque, elle débordait, puis elle descendait le long du champ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par ruissellement ou par gravité. Et en plus de ça, à l'époque, pour étanchéifier un bis, qui perd beaucoup d'eau, en fait, on mettait dedans de la litière de la forêt, de l'humus, et ça allait colmater les petits trous, et ça permettait d'étanchéifier le bis. Et maintenant, on a le problème que l'eau est trop propre, parce qu'elle sort des stations de filtration, ou bien du barrage. Donc elle n'est plus assez chargée en limon, en humus, elle ne colmate plus les trous, et surtout, ben, quand elle arrive sur le champ, il n'y a plus cet effet de fertilisation qu'il y avait à l'époque, où ça amenait en fait de la matière sur un champ agricole, de la litière, de l'humus, et ça favorisait la biodiversité. Donc dans la protection des prairies sèches, tout le reste de la Suisse n'a pas le droit d'arroser les prairies sèches, sauf le Valais, de manière traditionnelle. Les grisons aussi peuvent encore le faire, c'est-à-dire donc en laissant l'eau couler sur les champs. Ça va créer des bosses et des creux. Sur les bosses, on aura des espèces un peu plus sèches. Dans les creux, des espèces qui demandent plus d'humidité. Et en fait, ça favorise la biodiversité, la méthode traditionnelle d'irrigation. D'où l'importance de garder le bis à ciel ouvert, pas que pour l'environnement, mais aussi pour le tourisme, parce qu'un bis qui est enterré, ben, il a beaucoup moins d'intérêt, ou un bis qui n'est pas en eau, il y a beaucoup moins d'intérêt à le suivre. Et c'est de cette façon-là qu'on peut faire découvrir aux familles et aux enfants la valeur de l'eau, l'importance de toute cette histoire, avec le tourisme didactique, Charlotte la Marmotte par exemple, hein, ou des maquettes comme on a fait aujourd'hui. Et aussi, il y a une façon de valoriser maintenant à travers l'art. Le billet de 100 francs peut être considéré aussi comme une œuvre d'art. Hein. Nous, au musée, on a fait une Boya des bis, donc une hérésie hein, pour les fribourgeois, mais c'est un artiste fribourgeois, ça va. Il a fait une poya avec la race d'airain et puis le bis. Donc ça, c'est des manières un petit peu différentes maintenant d'attirer un public autour de ce thème large, que ce soit les familles ou bien les gens qui sont plus attirés par l'art. Et pour finir, ben, on doit se poser la question à l'avenir, est-ce que les bis font partie d'un Heidiland, d'un Disneyland qu'on va proposer aux touristes, avec des vaches, des prairies fleuries, des bis, des passerelles, des jolis chalets et des vignes? Ou bien est-ce que ce sera toujours quelque chose en lien avec les enjeux actuels? Et les bis, d'ailleurs, le but, c'est pas de refaire comme on faisait à l'ancienne, de revivre au chalet, à la bougie et tout ça. Par contre, on peut s'inspirer des bis pour l'avenir, parce que c'est des techniques sans technologie. Donc on suivait des pentes de 0,5% sans avoir de laser, sans rien. On transporte de l'eau sans méthode moderne. On se mettait d'accord entre différents acteurs. Alors il y avait des conflits, hein. Il y a des légendes autour de l'eau des bis où on va piquer l'eau toujours plus haut, on se fout sur la gueule, on coupe des mains. Il y a quand même plein de conflits qui ont existé. Mais c'est sûrement une source d'inspiration, le bis du passé, pour les visions de l'avenir, hein, autour de cette sécurité, gestion de l'eau entre utilisateurs. Et là, j'ai fait un peu exprès de mettre le parc des bis à Unterberg, dans le Haut-Valais, qui est magnifique à visiter avec les enfants, hein, mais qui est vraiment un parc créé que pour jouer avec l'eau. Et donc c'est ça la question de l'avenir. Est-ce que
on va devenir un parc Disneyland pour touristes, japonais ou autres, ou est-ce qu'on va évoluer en lien avec la réalité du terrain, se nourrir grâce au bis, arrêter les problèmes d'excès d'eau ou de manque d'eau grâce au bis? C'est ça la question finale. Et je m'arrêterai ici. Si vous avez des questions, je vous écoute avec grand plaisir. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez quelques questions par hasard? Oui? J'ai pas tout suivi ce que tu as dit au début sur les prairies jeunes. En fait, tu as des prairies qui sont vraiment plein d'anémones, toutes jeunes. En fait, c'est que c'est des prairies trop sèches. Alors, il y a deux types de jaune qu'on peut penser. Jaune, je pensais à sèche. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau pendant l'été, les prairies vont sécher. Et puis tu vois dans le paysage que ça devient jaune, mais jaune sec. Tandis que les prairies, pissenlits, renoncules ou tout ça, elles sont plutôt liées à trop d'eau et trop de fumure. Trop de fumure, trop de fumier qui est donné. Ça, c'est ce qu'on appelle les prairies grasses. Ce qu'on aime bien pour faire du lait, c'est les prairies avec le pissenlit, la renoncule, toutes ces plantes jaunes. Hein. Et ce qui est, je pensais, vraiment par rapport aux anémones, quand il y a vraiment une période où il y a, oui. Il y a de plus en plus d'anémones, ça serait lié à trop de fumure. Exactement, c'est la même chose. Le rumex, par exemple, hein, le vérâtre, c'est toutes des plantes qui sont liées à trop d'eau ou trop de fumier par rapport à la surface. Contrairement aux prairies sèches qu'on appelait, hein, où il y a une grande biodiversité de plantes, on retrouve 100 à 200 espèces de plantes dans ces prairies, où là, il y a moins de production, donc il y a moins de lait, mais le lait est plus goûtu, parce qu'il va avoir le goût des plantes, notamment les oméga 3, hein, qu'on met en avant souvent, ou le goût de la fleur. Quand tu manges un fromage à raclette d'alpage, il a un goût différent que le fromage à raclette de laiterie, où les prairies sont un petit peu différentes par rapport à la nourriture. D'autres questions? Ouais, à un moment donné, tu as parlé de les ardoises et les pierres tressées. C'est quoi le pierre? Alors c'est une traduction un peu rapide, ça s'appelle le tretchboard en haut-valais, qui est un mot haut-valaisan. Mais en gros, au fond, tu as des ardoises qui font l'étanchéité. De chaque côté, tu as des pierres perpendiculaires. Et puis entre deux, c'est les mottes de terre qui étanchéifient. Donc en gros, c'est comme si on tressait les pierres avec des mottes d'herbe. Et cette méthode-là était beaucoup utilisée dans le Haut-Valais, parce qu'ils avaient presque plus d'arbres à l'époque. Si vous regardez les cartes du ciel du Valais, hein, il y a un moment, il n'y avait plus d'arbres en montagne. Donc on pense maintenant qu'on faisait souvent les bis avec du mélèze. Hein. Alors le mélèze, c'est moderne, parce qu'à l'époque, on n'en avait pas beaucoup. Et du coup, on faisait surtout les pièces les plus importantes, hein, celles qui rentrent dans la paroi, là. Celles-là, elles étaient en mélèze. Mais le reste, on faisait avec ce qu'on avait à disposition. Donc ici, Valais central, on faisait beaucoup avec du chêne. Et puis les planches, hein, c'est plus facile à amener dans l'alpage qu'un arbre. Donc quand on pouvait couper des planches et puis amener les planches plutôt que le tronc, on le faisait. Et les endroits où il n'y avait presque pas d'arbres, on faisait en pierre. Et cette méthode du Haut-Valais, elle est assez fine. C'est pas facile, on a refait une maquette devant le musée aussi. C'est pas évident, il n'y en a plus beaucoup qui savent faire encore. Hein. Où vraiment on a ces pierres comme ça perpendiculaires, et à chaque fois entre deux, une motte. Et c'est la motte, elle doit être en herbe pour étanchéifier. Tretchboard au valaisan. Ouais, c'est pas board comme snowboard. Tretch, T-R-E-T-C-S-C-H, tretch, board, B-O-R-D. Pas de souci. Merci beaucoup. Vous avez une question? Je veux juste savoir si le bis du gros finalement il est ouvert ou il est fermé. On peut y aller ou pas? En ce moment ou bien toute l'année? Est-ce qu'il est déjà, je crois qu'il est déjà ouvert. Le bis d'Ayen vient d'être mis en eau. C'est à peu près les mêmes périodes. Donc je pense dans les semaines à venir, le bis du Rho il devrait être ouvert. S'il ne l'est pas déjà. Après, ouais, le bis du Rho, il n'est pas... si on a le pied... Oui, j'ai fait un bout, justement, je voulais retester. Ouais, avec le pied alpin, ça marche. Hein. Là, le problème, c'est que c'est un papa qui avait fait ça avec son enfant, hein, quand il y a eu des risques. À Ayen, on a eu, il y a quelques années, une japonaise qui a pris le bis en hiver. Elle a traversé le névé et puis elle a glissé. Donc c'est l'hiver et puis ces périodes maintenant. Là, le printemps est un peu tardé à arriver, hein, quand même, cette année. Du coup, on a beaucoup de pierres qui tombent. Donc à cette époque, c'est mieux de faire les bis de basse altitude, claveaux, lentines et tout,
puis de privilégier les bis de montagne pour juin-juillet. Et souvent, ces bis-là, qui servent toujours à l'irrigation des vignes, ils ouvrent souvent en juin, vu que l'eau est liée à l'irrigation, et puis à la fonte des neiges et tout ça. Donc ceux-là, ils sont souvent en eau de juin à octobre à peu près. Et plus on monte haut, Sion, il est en eau juillet-août, encore moins longtemps que ceux d'en bas. Et le bis du roi était refait pendant un moment. Hein. Maintenant, il est presque fini, je crois. Et ça, c'est impressionnant quand on disait, au départ, le bis, c'était un outil de travail, et maintenant, on met des millions. Le bis du roi, c'est 1,5 million qui a été mis pour rénover le bis, pour le tourisme. Donc il y a beaucoup d'argent maintenant en jeu derrière l'image des bis. C'est tout bon? Merci. Merci pour votre attention. Hein.